Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire technique sur les produits ATP. Je vais vous montrer une présentation technique sur les produits ATP. Mon nom est Ken Willekens, je suis le VAR Manager pour la Belgique ou le Value Added Reseller pour la Belgique. Je m'occupe de la vente pour la Belgique et le Luxembourg. Je suis flamand, donc je m'excuse pour mon français qui ne sera pas toujours impeccable. Si quelque chose n'est pas clair à la fin de la session, vous pourrez poser vos questions. Entre-temps, je vais commencer avec la présentation. Alors, sur l'agenda, on a Advanced Threats, le GUI avec Security Reporter et les modules ATP et comment les configurer. Alors, ceux qui ont suivi la dernière présentation qui était un peu commerciale sur ce que le produit fait et comment il le fait, ceci est un peu répétitif, mais peut-être quand même encore intéressant de revoir. Advanced Threat, c'est quoi, à quoi est-ce que ça sert et comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que on en a besoin. Si on va comparer ATP à une solution ETM classique, il y a une nuance à faire. Si on va regarder les produits UTM classiques comme nos USG ou d'autres pare-feu, d'autres marques, en fait, on va fonctionner sur une base de données connues, des fichiers qu'on ne veut pas avoir sur son ordinateur connu. Et ces databases fonctionnent sur ADP ou IDP, antivirus, anti-spam, application, patrol et content filter. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et avec ces bases de données, en fait, on va vérifier les données qui passent par le pare-feu. Et ces données peuvent être connues et être bien, probablement être bien, peut-être être bien, peut-être qu'ils sont complètement inconnus, peut-être que c'est un peu louche mais on ne sait pas très bien, ou bien on est quasi certain que c'est pas bien, ou on est à 100% certain que c'est un virus ou que c'est un malware ou un botnet ou peu n'importe. Si on va voir les produits UTM classiques sur la base de données qu'ils ont, qu'on va mettre à jour souvent, en fait, on va savoir si quelque chose est très suspect et quelque chose qui est probablement mauvais ou quelque chose qui est mauvais ou bien quelque chose qui est certainement bien ou qui est probablement bien. Mais les choses qui sont un peu inclaires, que le pare-feu ne sait pas identifier vis-à-vis la base de données qu'elle a ou pas être certain que ça y ressemble vraiment. Un pare-feu traditionnel ne va pas pouvoir savoir si c'est bien ou mauvais et va faire passer ce trafic dans votre réseau. Donc, il y a tout plein de choses qui passent par un pare-feu. Par exemple, un email. Un email ici à votre droite, il va passer dans votre pare-feu et il va passer dans votre anti-spam. Euh, Par exemple, si dans ce mail, euh, votre anti-spam, il n'a pas trouvé que c'est un mail phishing, le mail arrive néanmoins dans l'ordinateur et dans le mail, il y a par exemple un URL. Ce URL, quelqu'un va le cliquer et sera alors pris par le content filter et le content filter va savoir si, oui ou non, ce lien peut être bien ou pas bien. Si dans ce lien, alors, le content filter n'aurait pas fonctionné, ça veut dire qu'il y a peut-être un code injectable sur cette site web, souvent avec du JavaScript. Elle va passer à nouveau par le pare-feu. Donc là, c'est vraiment du code qui passe le pare-feu. Et alors là, le IDP ou le Deep Packet Inspection, il va voir ce qui se passe dans le paquet. Et donc, le antivirus va voir dans ce paquet que c'est probablement un malware et devrait l'arrêter. Donc, ce sont quelques filtrages en fait qui vont faire en sorte que, premièrement, un mail qui ne devrait pas arriver dans la boîte à mail ne devrait pas arriver. Si néanmoins elle arrive à arriver dans la boîte à mail, par exemple, s'il y a un lien dedans, un lien qui va vous envoyer vers un site web qui est connu à avoir un malware qui est injecté sur le site, le content filter devrait le bloquer. Si néanmoins ça ne fonctionne pas, alors une fois le virus qui parvient du site web serait arrêté normalement par l'IDP et l'antivirus. Et même si tout ça, ça ne fonctionne pas, ça veut dire que l'ordinateur sera infecté. Et très souvent, si un ordinateur
l'ordinateur est infecté, l'ordinateur va prendre contact avec un command and control server qui va lui dire, voilà, il faut faire quelque chose, il faut par exemple faire une attaque DDoS, ou il faut envoyer des spams, ou il faut commencer à chiffrer le disque dur, hein, un crypto-locker par exemple, ce genre de choses-là. Donc vous avez plusieurs couches de database qui sont dans votre pare-feu qui vont à chaque niveau essayer d'employer leur base de données pour éviter que vous auriez une attaque sur votre ordinateur derrière le pare-feu. Donc, je réexplique un peu. Hein, donc, le email security devrait arrêter le mail. Si néanmoins le mail serait arrivé, on pourrait ouvrir le lien. Ce lien va vous envoyer vers un site et normalement le content filter devrait vous le bloquer. Et s'il y a un exploit, le anti-malware ou le antivirus devrait vous l'arrêter. La grande différence qui est à ce niveau-là, c'est que premièrement, les bases de données ATP sont beaucoup plus grandes, mais seront mises à jour beaucoup plus rapidement, ce que je vais vous montrer tout de suite. Et alors, le botnet filter aussi dans la ATP, il est beaucoup plus avancé. Ça veut dire qu'il va nettement mieux voir les appels qui sont faits à Internet et tout ça. Donc tous ces filtres-là en fait fonctionnent aussi ensemble avec le sandboxing. Donc le ATP, c'est Advanced Threat Protection. Advanced Threat Protection, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? On veut essayer de retrouver les virus qui sont vraiment tout à fait récentes. Et souvent, elles ne sont pas très récentes, mais il y a un petit truc qui a changé à gauche ou à droite. Et à cause de ça, les bases de données qui fonctionnent sur des checksums ne vont pas reconnaître le fichier et pas pouvoir le bloquer. Et donc, c'est pour ça qu'on va employer du sandboxing. Et donc, le sandboxing, en fait, sera appliqué sur tous ces filtres-là pour aller protéger encore mieux vos ordinateurs. Comment est-ce qu'il faut voir ça? Vous avez une protection classique, content filter, anti-spam, IDP, antivirus, app patrol. Là-dessus, on va rajouter en fait des choses comme email security, anti-malware, botnet filter, hein, avec la ATP, et on va améliorer le UTM traditionnel. Donc, on va en fait faire en sorte qu'elle soit mise à jour beaucoup plus rapidement. Donc là où ça prenait 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine avant que vos licences UTM vont aller rechercher une nouvelle base de données parce qu'elle n'est pas mise à jour chaque 2 minutes avec les signatures connues. Ben avec le cloud, en fait, on va améliorer votre UTM et on va avoir ces bases de données beaucoup plus rapidement grâce au sandbox. Je vais vous montrer un peu tout de suite la différence. On va aller directement dans le GUI d'un ATP et aussi dans le Security Porter. Alors, je m'imagine que vous avez déjà vu ça, mais depuis pas mal de temps déjà, on a un peu un nouveau design sur nos firmware, hein, depuis une certaine mise à jour. Vous allez voir que c'est un peu plus moderne, que c'est un peu plus propre, un peu plus design. Hein, il faut continuer avec les temps qu'on est aujourd'hui. Donc, on appelle ça le brand 2.0. Donc, le logo a été renouvelé, le thème, le font, mais aussi le fond d'écran et tout ça. Néanmoins, les structures de menu sont restées les mêmes. Et donc, c'est quelque chose, si vous avez déjà pris l'habitude sur cette firmware-là dans les USG ou dans les iWall, ça y ressemble très fort. Or que, évidemment, on parle d'un nouveau produit, les produits ATP. Donc, dans les produits ATP, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'il y a quand même sur la page d'accueil déjà un certain niveau de rapportage de ce qui se passe. Hein. On va voir le botnet filter, combien de connexions ont été scannées, le sandboxing, combien de fichiers ont été scannés, le anti-malware, combien de fichiers a été scanné, le IDP, le email security, le content filter, donc la quantité de sites mail qui ont été scannés, etc. De ce que ça vient, combien de fichiers qui ont été envoyés au sandbox posaient un risque au réseau et tout ça. Donc on a une très belle page d'accueil dans Advanced Threat Protection qui va vous montrer un peu ce qui se passe.
Hors de cela, donc sur les produits ATP, si vous renouvelez la licence, il n'y a qu'une licence, c'est la licence Gold. On va renouveler tout. On va renouveler antivirus, anti-spam, content filter, papati, patata. On va tout renouveler. En plus de ça, on va faire un unlock dans l'optique. On peut gérer tous les points d'accès directement sans devoir encore acheter des licences supplémentaires pour pouvoir gérer plusieurs points d'accès. Mais en plus de ça, on va aussi rajouter une année de licence sur le Security Reporter. Et le nom Security Reporter explique un peu tout. C'est un outil de rapportage dans le cloud qui tourne chez Amazon qui vous permettra de faire un reporting sur le pare-feu à vous ou à votre client pour essayer de quand même un peu plus vite savoir voir ce qui se passe dans le réseau sans devoir aller se connecter à plusieurs pare-feux, sans devoir aller faire une sorte d'analytique dans Excel ou peu n'importe. On peut directement aller faire une analyse, un rapportage sur le réseau d'un client pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'est aussi fourni avec l'ATP la première année et chaque fois qu'on renouvelle la licence, Security Reporter est inclus. Pour les produits existants USG et Zywall, on peut aussi acheter une licence Security Reporter, ça se trouve sur la liste de prix. Alors, les modules ATP, hein, c'est quelque chose de plus important. Hein, c'est quoi la différence entre ATP et USG? Où est-ce que ça se trouve? C'est là-dessus qu'on va rentrer aujourd'hui. Donc d'abord, les améliorations anti-phishing. Phishing, c'est quoi exactement? Ben, phishing, c'est quelque chose, quelqu'un qui va faire semblant d'être, par exemple, quelqu'un qui travaille pour une banque, ou ce qui est encore plus courant, c'est quelqu'un qui vit dans l'Afrique et qui dit qu'il y a quelqu'un de votre famille que vous ne connaissez pas, qui est mort malheureusement, mais qui vous a laissé 50 millions de dollars et il va faire semblant de vouloir avoir des données à vous. Donc ça peut être un compte bancaire ou quelque chose sur PayPal ou quelque chose, comme je dis, sur quelqu'un de la famille qui serait mort. Ça va même plus loin. Hein. Il y a des vraies fraudes qui sont très bien mimiquées, qu'on va faire semblant d'être une firme de transportation et ils vont dire voilà, on est passé aujourd'hui chez vous pour vous fournir un colis ABCD. Vous n'étiez pas là, malheureusement. Cliquez ici pour faire un nouveau rendez-vous et là, vous allez remplir votre adresse mail, votre adresse, votre code postal, tout ce qu'ils ont envie de vous demander comme question. Et il y a pas mal de gens qui font ça. Hein. Donc c'est un peu, faut être un peu timide sur l'internet et pas aller cliquer sur tout et n'importe quoi, mais néanmoins tout le monde le sait, il y a toujours dans des boîtes, il y a toujours des utilisateurs qui sont un peu naïfs et qui ouvrent un peu de tout. Hein. Donc les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent voilà, je veux aller à mon compte bancaire, hein, mais ils reçoivent un email phishing et ce mail phishing il va vous dire oh, bonjour, est-ce que vous savez que y a une alerte sur votre compte bancaire, hein, il y a une mise à jour et vous devrez vous reconnecter ici pour pouvoir avoir accès à votre compte bancaire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, je dois réactiver mon compte bancaire parce que je veux transférer de l'argent pour payer mes factures, hein, mon loyer, l'électricité, Internet, peu n'importe. Hop, pouf, et ils sont balancés vers un faux site web. Ça, c'est le phishing. Et alors, à ce moment-là, les fraudeurs Internet, ils ont tout ce qui est vos données que vous avez remplies sur ce site web. Comment est-ce qu'on peut détecter du phishing? Ben, premièrement, hein, vous allez voir que très souvent, l'adresse mail n'a rien du tout à voir avec le compte bancaire. Hein. Ce qui est très souvent le cas, c'est qu'ils vont peut-être mettre PayPal. Et puis un domaine qui n'a rien à voir avec paypal.fr ou .be ou .lu ou .ch. Et en réalité, ça n'a rien à voir avec PayPal. Bon, pas mal de gens, dès qu'ils voient qu'ici on a quelque chose qui ressemble à PayPal, ou on écrit PayPal avec deux L ou peu n'importe, les gens seront partis. Et alors, quasiment toujours, il y a quelque part un lien. Ok. Donc ce lien-là, qu'est-ce que nous allons faire? On va vérifier ce lien et on va voir dans le cloud, en fait, est-ce que ce lien, euh, est-ce que c'est un lien connu? Hein. Dans le cloud, on va aller voir ce lien, est-ce qu'il est connu comme étant un lien qu'on veut pas aller visiter. Et alors, le ATP, il va vous dire, oui, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça?
Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la configuration Security Service, Email Security, vous pouvez dire, voilà, je vais faire une vérification sur le phishing et vous pourriez par exemple mettre un tag devant le sujet du mail phishing pour dire, voilà, aux utilisateurs dans le réseau, c'est quasiment certain que ce mail est un phishing, hein, soyez quand même très 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 prudents en employant ça. Et alors aussi au niveau monitoring, évidemment, on pourra aller voir si oui ou non il y a des mails phishing qui sont passés, hein, pour voir ce qui se passe un peu dans le réseau. Dans le monitoring aussi, vous pourrez voir que le mail vient d'une certaine adresse mail et le hôte qui a envoyé le mail, de ce que ça vient, la destination et tout ça, hein, l'adresse IP, on pourra voir tout ça. Donc ça c'est au niveau phishing du mail, c'est quand même très important. Donc l'avantage là, c'est on va plus travailler avec une base de données dans la machine, mais on va travailler avec une base de données qui est dans le cloud, qui est mise à jour chaque 15 minutes. Donc chaque 15 minutes qu'il y a des nouveaux fraudeurs, entre guillemets, ces fraudeurs seront mis dans cette base de données. Alors, anti-malware, c'est un deuxième type de produit qui est très important dans un pare-feu. Anti-malware, c'est antivirus. Et l'antivirus, classiquement, c'était aussi avec une base de données. Ben, à nouveau, ça va se faire dans le cloud. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, il y a plusieurs databases en fait dans le ATP. Donc, l'avantage de travailler avec nous, avec Zixel, c'est qu'on n'a pas essayé de redévelopper tout ce qu'il fallait redévelopper, hein. On travaille ensemble avec Lastline. Ceux qui ont vu les présentations premières qui sont déjà passées, vous avez vu que Lastline, les 3 dernières années, ont été testées par NSS Labs, qui est quand même très connu, comme meilleur produit sandboxing au monde. Il y a entre autres Fortinet et d'autres marques qui n'ont pas réussi à avoir la même performance que Lastline. Donc il y a une très bonne qualité dans cette base de données. Donc c'est Lastline qu'on emploie pour ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc s'il y a quelque chose qui vient de l'internet, euh, on va aller voir dans l'ATP, d'abord dans la database, si ça se trouve là-dedans, et puis aussi dans la cloud database, on va voir si ça se trouve là-dedans. Et cette cloud database sera mise à jour très régulièrement entre le sandbox qui se trouve dans le cloud chez Lastline. Entre nous dit, nous ne sommes pas les premiers ni les derniers à employer Lastline, à vous partager une base de données qui n'est pas uniquement utilisée par Zixel, mais qui est par exemple aussi employée par WatchGuard, qui est employé par d'autres marques aussi. Vous pouvez aller voir sur le site de Lastline, les technology partners, il y en a une trentaine ou une quarantaine qui emploient cette base de données. Donc non uniquement les gens qui auront produit ATP XL vont améliorer cette base de données, mais cette base de données est améliorée par pas mal de marques de pare-feu. Et donc ça vous apporte la possibilité d'avoir vraiment un rafraîchissement de cette base de données très 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 couramment, hein. Donc c'est pas que nos utilisateurs. Alors, le setup, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, donc, ça passe de l'Internet dans l'ATP. Il va voir dans les bases de données si c'est quelque chose de bon, oui ou non. Si c'est bon, il va vous le faire passer dans le réseau et dans l'autre sens aussi. Et donc, il va à chaque fois faire un test si le trafic passe le pare-feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour? Ben, dans les settings, il faut l'activer, bien évidemment. Et alors, quoi faire avec le fichier? S'il faut le détruire, oui ou non? S'il faut faire du logging, s'il faut vérifier s'il y a un whitelist ou un blacklist sur les fichiers. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Et on va aussi voir les zip et les rares, ce qui se trouve là-dedans, ce qu'on doit faire avec, hein. Donc, toutes les PDF ici seront passées et ici, toutes les zips seront scannées, hein. Puis il y a le botnet filter. Le botnet filter, à quoi est-ce que ça sert? Donc, imaginons que votre ordinateur est infecté par un virus. Parce que je ne sais pas si vous savez ça prend toujours plus ou moins 6 mois à une année avant qu'une entreprise a compris qu'en fait, il y a un botnet qui tourne sur le réseau. Ça prend toujours pas mal de temps avant que les gens le savent. Et donc, pour ça, c'est quand même très important d'avoir un botnet filter parce qu'un ordinateur peut sembler d'être complètement clean et néanmoins qu'il y a un botnet là-dessus. Et donc,
aussi, pas uniquement des ordinateurs peuvent avoir un botnet, mais il y a plusieurs autres botnets. Le plus connu, c'est Mirai. Je ne sais pas si vous connaissez Mirai. Mirai, c'est le plus grand botnet au monde actuellement. Et Mirai n'a quasiment aucun ordinateur entre ces bots, mais ce sont des caméras IP, des téléphones VoIP, des NAS, des imprimantes, n'importe quoi. Ce sont des produits Internet of Things, IoT, qui font tourner ce botnet Mirai. Hein. Si ça vous intéresse, c'est une fois chouette d'aller sur Google retrouver Mirai, M-I-R-A-I. Alors, hein, des botnets, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils vont essayer d'envoyer, par exemple, une attaque DDoS. Hein. Si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, il y avait quasiment chaque mois aux nouvelles, il y avait Anonymous qui faisait une attaque pour Dieu sait quelle raison sur Dieu sait quel site. C'est du DDoS. Le désavantage du DDoS, c'est que on peut en fait pas vraiment l'arrêter au niveau d'une entreprise normale parce que la bande passante est tellement faible que même si le pare-feu laisse tomber tous les DDoS, néanmoins la bande passante sera utilisée tellement fort qu'on peut pas l'arrêter. Donc si on veut se protéger au niveau DDoS, la meilleure chose c'est de travailler ensemble avec votre opérateur Internet qui lui souvent optionnellement offre pour les entreprises d'avoir une protection DDoS, mais néanmoins, on veut aussi pas nous-mêmes, à partir de notre réseau, faire une attaque DDoS parce que ça risque de, par exemple, faire un blacklist de votre adresse IP que vous avez peut-être besoin pour envoyer des mails ou parce qu'il y a un serveur web qui tourne derrière dont vous voulez que vos clients les visitent. Et si vous êtes sur un blacklist, ben évidemment, les pare-feux des autres entreprises vont bloquer la connexion vers votre site web parce que vous êtes sur le blacklist. Donc, c'est quand même très important. Alors, envoyez des spam mails, hein, j'ai déjà dit ça, si vous êtes infecté, il va pouvoir vous envoyer des mails vers n'importe qui, n'importe où avec des spams. Et ces spams vont de nouveau dire, voilà, bonjour, on est passé chez vous pour essayer de déposer un colis, vous n'étiez pas là, cliquez ici pour qu'on vous revisite. Et ce spam viendrait par exemple de votre adresse IP fixe et à nouveau votre adresse IP sera blacklistée et alors voler des données évidemment. Hein. Donc une fois que ce spam a été envoyé avec le lien, si votre serveur peut par exemple faire un serveur web qui tourne à cause de ce botnet, vous allez à ce moment-là aller sauvegarder des données des personnes qui ont eux de nouveau aussi été attaquées par le spam. Et de cette façon-là éteindre le botnet. Donc il faut de toute façon essayer d'éviter de faire tourner un botnet. Un botnet, normalement, c'est plusieurs types de machines. Hein. Ici, on parle d'ordinateur, de smartphone. Ça peut être une imprimante, ça peut être une caméra IP, ça peut être un téléphone VoIP, ça peut être du n'importe quoi qui est infecté et un serveur command and control. Et comment est-ce qu'on va arrêter ça alors? L'attaqueur, il va mettre souvent un fichier dans un P2P. Ainsi, on va aller sur BitTorrent et on veut aller télécharger la toute nouvelle version de Office ou de Adobe Creative Suite ou quelque chose du genre. Il y a toujours un sorte de crack qui vient avec ou un key generator ou quelque chose du genre. Et cela est toujours infecté. Hein. Donc les gens, ils vont essayer de faire le keygen. Ils vont se dire, ah, l'antivirus, il dit que le keygen, qu'il est infecté. Ils vont couper l'antivirus parce qu'ils croient que le keygen fonctionne réellement. Et bouf, ils seront infectés à cause de tout ça. Hein, donc tout ça c'est possible. Hein. Le désavantage aussi d'un BitTorrent par exemple, c'est que ce paquet-là sont vraiment pas très lisibles par un pare-feu non plus. Hein, donc ça va passer le pare-feu parce que c'est en toute petite pièce que ça passe le pare-feu et donc le code n'est pas vraiment lisible. Donc les ordinateurs seront infectés, infectés, et alors ils vont faire contact tous avec le Command and Control Server. Et donc, ils vont attendre que le command and control server fasse quelque chose. Et donc, l'attaqueur, il va dire, écoute, on va voler des mots de passe, par exemple. Pouf, il va faire le commande. Et hop là,
tous les utilisateurs, sans le savoir, ils vont envoyer leur mot de passe jusqu'au attaqueur et l'attaqueur, lui, il aura le mot de passe, par exemple, de votre compte PayPal ou de votre Gmail ou peu n'importe, il aura des mots de passe. S'il a le mot de passe de votre PayPal, il peut aller sur eBay, lui, se commander un nouveau ordinateur, il peut aller s'acheter des licences Windows sur des sites malafides aussi, il peut faire tout plein de choses, acheter de la drogue, peu n'importe. Voilà. Comment est-ce qu'alors on va arrêter ça évidemment? Bon, pour ça on a le botnet filter. Le botnet filter, qu'est-ce qu'il va savoir? Il a une base de données qui connaît les serveurs Command and Control. Il va connaître les adresses IP des serveurs Command and Control aussi bien que les sites qui distribuent ça. Donc ça veut dire si un ordinateur qui se trouve dans votre réseau veut faire contact avec ce serveur, à cause du botnet filter, il va couper cette connexion. Aussi, dans l'autre sens, si on va aller visiter un site botnet, ce sera coupé. Dans l'autre sens, Command and Control Server va dire à l'ordinateur, allez faire un DDoS sur, je sais pas, n'importe quel site. On va couper ça. Et la même chose pour ce site. Comment est-ce qu'on va configurer ça? Configuration, Security Service Botnet Filter. Il faut allumer le botnet filter et alors on peut faire un forward, on peut faire un reject dans une sens, dans l'autre sens, dans les deux sens. Et ici, on peut faire la même chose, pas uniquement pour les IP, mais aussi pour les URL, donc les DNS, et aller dire voilà, on veut bloquer les botnets. Quelque chose qui est très important, c'est que pour le botnet filter, pour qu'il fonctionne, il faut que le content filter soit allumé et que pour le content filter, le HTTPS doit être allumé. Donc, la majorité de communications qui vont vers un site web aujourd'hui sont du HTTPS parce qu'autrement, la majorité des browsers aujourd'hui vous dit ce site n'est probablement pas secure, il faut pas faire des transactions financières, peut-être même pas le visiter et tout ça. Donc, 90% des sites sont du HTTPS, donc c'est chiffré entre l'ordinateur et le serveur sur le web et normalement le pare-feu ne va pas pouvoir le voir. Pour le content filter, on peut voir quels sont les liens, les URL ou les IP qui sont employés dans la HTTPS. Okay. Pour ça, il ne faut pas installer un certificat dans le browser, tandis que pour tout ce qui est antivirus et tout ça, il faut installer aussi encore un certificat dans le browser pour vraiment aller faire une attaque man in the middle pour voir ce qui se passe. Mais donc pour le botnet filter et le content filter, il faut uniquement cocher ceci et rien allumer de plus. Mais si vous n'allumez pas ça, aussi bien le botnet filter et le content filter ne vont pas fonctionner sur du HTTPS. Donc il faut cocher ça, c'est très important. Alors les statistiques aussi, en monitoring, security statistics, botnet filter, on va pouvoir collectionner les statistiques et voir ce qui se passe avec tout ça. Et on peut aussi faire du logging. On va aller voir les IP qu'on a bloqués, les URL qu'on a bloqués ici. Donc petroyeda.com, je suggère de ne pas visiter ce site web là. Alors, le sandbox, j'en ai déjà parlé. Donc, sandbox, on fait avec Lastline. Lastline, je répète encore une fois pour pas me répéter trop, est le meilleur vendeur aujourd'hui, les dernières 3 années même, sur tout ce qui est produit sandbox pour aller voir la base de données. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est sur base de signatures qu'on travaillait à l'époque. Donc, à l'époque, on avait un blacklist et du known malware et du unknown malware. Et avec du UTM, ben, le blacklist, pouf, il passe la signature, on l'arrête. Les malwares qui sont connus, pareil, on va les couper directement et ça ne passe pas dans le réseau. Et dans les produits UTM, les USG ou d'autres marques qui fournissent uniquement des bases de données, le unknown malware, ce qui n'est pas encore connu par la signature, bien évidemment, pouf, ça passe votre pare-feu et ça va aller infecter les utilisateurs qui se trouvent derrière les réseaux. Alors, comment est-ce qu'on va les identifier? Ces choses qui sont inconnues aujourd'hui, c'est que il faut les ouvrir dans un environnement virtuel et cet environnement virtuel, on l'appelle un sandbox. L'avantage de cet environnement virtuel, c'est que il est dans une cage. Ici, c'est une ligne verte. Dans cette cage, et dans cette cage, il ne pourra pas sortir. On va exécuter le fichier.
Pourquoi c'est important d'exécuter le fichier? Si on ne va pas l'exécuter, on ne va pas savoir ce qu'il fait. Et puis, on va analyser ce que le fichier il fait. Euh, Imaginons que c'est un malware. Il y a des malwares qui disent oui, moi je vais que me lancer le 1er mai 2019 par exemple. Il y en a qui vont dire moi je vais me lancer une fois que la personne a imprimé 30 pages avec l'imprimante, quelqu'un qui l'a cliqué 1000 fois avec sa souris, quelqu'un qui a redémarré son ordinateur 5 fois par exemple. Donc il y a des malwares qui attendent un certain délai avant de se lancer pour que la personne ne se souvient plus de où ce que ce malware pourrait venir, si ça vient d'un site ou peu n'importe, pour être un peu anonyme. Mais donc, on va identifier le malware si c'est un malware, on va l'analyser, et donc ça, c'est ce qu'on fait dans du sandboxing. Last Line Sandbox, donc à nouveau Last Line, c'est un service qui est dans le cloud, donc ça veut dire que le pare-feu ne fait pas tout ça, mais c'est un service qui est dans le cloud qui va faire tout ça. Imaginons qu'on ferait ça sur l'ATP, votre ATP, il n'aura pas le prix qui est sur la liste de prix, mais on fait ça x10. Il y a d'autres marques qui font ça, il y a des produits sandbox qui coûtent 3000, c'est encore très bon marché, 30 000 euros. C'est à partir de là que ça commence, donc c'est ça la raison pourquoi on fait ça dans le cloud. Donc un fichier sur Internet qui va traverser votre pare-feu, un fichier PDF. Et si ce fichier PDF est inconnu, le fichier PDF est inconnu, il n'y a pas de checksum dans la base de données ATP, on va l'envoyer dans le sandbox. On va vérifier ce qui se passe. Si le sandbox dit oh ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir, il va l'identifier tel quel, ou quelque chose qui est un peu fichu, ou quelque chose qui est clean. Et il va vous rapporter ça de nouveau à l'ATP, à la machine, qui pourra dire, voilà, c'est inspecté, je vais vous l'envoyer. Imaginons que vous êtes le tout premier à avoir un fichier à examiner qui n'est pas du tout connu dans le cloud. Il va quand même vous le faire traverser parce que ça prend 8 à 15 minutes avant qu'un fichier soit passé dans le sandbox. Il faut toujours avoir quelqu'un qui est en premier, mais vu qu'il y a tellement de machines qui sont connectées à ce système de last line, ça veut dire aussi qu'il y a un très faible risque comparé à la situation précédente où on travaillait uniquement avec une base de données. Donc à nouveau, on a une base de données. Rajouté à cette base de données aujourd'hui, alors on a la Cloud Database qui lui est toujours en connexion avec le Sandbox, et donc il y a plusieurs pare-feu, pas uniquement XL mais d'autres marques aussi, qui sont connectés avec ce Sandbox, qui vont examiner des fichiers et qui vont mettre à jour votre base de données. Donc, votre fichier va être envoyé à l'ATP et l'ATP va pouvoir le bloquer et détruire. Voilà, c'est un peu répétitif tout ça ici, donc il va le scanner et vous l'envoyer et il va le scanner dans plusieurs sens. Comment le configurer? Security Service Sandboxing Enable, ce qu'on veut faire avec, on veut faire un destroy ou on veut garder ou peu n'importe, et quel fichier à tester avec le sandboxing. Bon, moi personnellement, je vous conseille de faire ça de cette façon-ci, donc toujours un destroy avec un log et faire ça sur tous les fichiers possibles, parce que pourquoi ne pas le faire? Alors, Monitor Security Statistics Sandboxing, là vous allez pouvoir faire des statistiques sur tout ce qui s'est passé, et on a aussi du logging. Donc ici j'ai quelques exemples. Donc ici il y a deux pare-feu, il y a un ATP 200 qui se trouve au Danemark quelque part, et ça c'est mon ATP qui se trouve ici, je suis aux Pays-Bas aujourd'hui, donc je suis aux Pays-Bas, c'est l'ATP qui se trouve aux Pays-Bas. Donc il y a une différence de temps. Ici, vous allez voir, c'est 15 heures et ici, c'est 14 heures. Il y a une heure de différence entre le Danemark et les Pays-Bas. Ici, on a eu un fichier qui est envoyé au sandboxing. Et ici, vous allez voir que il va vous l'envoyer dans le cloud pour le tester. Et ici, vous allez voir qu'il dit que c'est un fichier qui a été analysé, donc ça a pris plus ou moins 8 minutes, mais il y a 15 minutes entre les deux, et qui va vous dire que ça a déjà, ici, il va vous dire que ça a déjà été analysé à cause du fait que dans la Danemark, ça a déjà été envoyé dans le cloud, et il va vous dire dans les 4 secondes quel est l'état du virus. Donc ici, vous voyez, ça a été envoyé dans le cloud à 15h43 et à 15h
pardon, 15h35, à 15h43, il vous a dit, voilà, le fichier, il est safe. Et si vous allez voir que à 14h58 et 41 secondes, ça a été envoyé dans le cloud, et 4 secondes plus tard, il vous va dire, voilà, le fichier a été scanné et il était bon. Hein, donc vous pourrez réagir très 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 rapidement sur des nouvelles infections si vous en aurez une. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, euh, vous pouvez le mettre dans le chat éventuellement. Je ne vois. Ok. Julien, qu'est-ce qui se passe pendant les 4 secondes? Donc normalement les 4 secondes on peut les patienter. Évidemment les 15 minutes on peut pas les patienter. Donc ce qu'on fait normalement c'est envoyer le fichier un peu d'une façon ralentie pour que semblant le téléchargement se passe très très lentement. Évidemment si le fichier n'est pas encore connu on va faire passer le fichier même s'il serait infecté parce que c'est la première fois que le fichier passe et l'utilisateur dans le réseau ne veut pas attendre 15 minutes. Alors, pour les gens qui sont toujours là, il y a aussi des handouts. Donc, il y a le datasheet sur tous les ATP. Il y a un ATP 200, 500, 800 qui existe dans la gamme. Il y a le handbook et il y a le solution guide aussi qui explique un peu mieux le produit. Si je termine la session et vous fermez l'application GoToWebinar, euh, oui, je pense que vous avez tous reçu un email de ma part. Les gens qui veulent avoir la présentation, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous envoie la présentation, Eric entre autres. Puis le webinaire, normalement, donc si je clôture la webinaire dans 15 minutes plus ou moins, elle sera enregistrée et revisible sur GoToWebinar. Niveau GDPR, le sandboxing, euh, les fichiers sont scannés mais ne sont pas gardés. Hein, donc on va scanner le fichier, on va garder le hash du fichier et normalement pas plus que ça. La gamme des USG n'est pas remplacée par les ATP, c'est une nouvelle gamme qui se met au-dessus des USG. Yves, je vais te recontacter pour tes questions supplémentaires, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Merci à tous pour avoir écouté. Donc, il y a les 3 handouts. Je ne sais pas si vous les avez déjà téléchargés. Donc, avant de clôturer, téléchargez-les. S'il y a encore des questions, vous avez normalement mon adresse mail. N'hésitez pas. Euh, à très bientôt. Et les prochaines webinaires qui vont suivre seront sur SD-WAN, la solution qui améliore les connexions VPN en fait. Donc, ça, c'est aussi très intéressant à suivre. À très bientôt tout le monde. Au revoir.